Nabant, bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Ce soir, on reviendra sur cet attentat au camion bélier dans le centre de Stockholm. L'attaque, qualifiée de terroriste par les autorités suédoises, a fait plusieurs morts et de nombreux blessés. On parlera aussi des frappes américaines en Syrie. Trump appelle la communauté internationale à le soutenir. Une réunion d'urgence du Conseil de sécurité se tient à l'ONU. Puis on évoquera cet événement historique, le désarmement de l'ETA. L'arsenal de l'organisation séparatiste basque sera remis tôt demain aux autorités françaises. Et on commence donc avec cet attentat à Stockholm qui s'est produit vers 15h cet après-midi. Un camion a foncé dans la foule, dans la rue la plus commerçante de la capitale suédoise, avant de finir sa course dans un grand magasin. Un mode opératoire semblable aux attentats de Nice, Berlin et plus récemment Londres. Le bilan provisoire est de 3 morts selon les médias suédois et de plusieurs blessés. On fait le point sur la situation ce soir avec Marina Mekawi. Panique dans les rues de Stockholm. Il est peu avant 15h lorsque le camion fou a foncé dans la devanture d'un magasin en plein centre de la capitale suédoise. L'artère commerciale est bondée. Au passage, le véhicule volé quelques heures plus tôt renverse plusieurs piétons. La police parle de morts et de nombreux blessés sans donner de bilan. Nous avons vu un camion arriver à 50-60 km/h. Il a foncé dans des pylônes en pierre et des lampadaires. Il y avait beaucoup de gens par terre. Ensuite, il a traversé l'allée et s'est encastré dans le grand magasin Allens City. Et là, il a commencé à brûler. En déplacement, le Premier ministre a rejoint au plus vite Stockholm. La Suède a été attaquée. Tout indique qu'il s'agit d'un acte terroriste. Maintenant, nous exhortons la population à être attentive et à suivre les informations communiquées par la police. Selon la police, le chauffeur du camion n'a pas été interpellé. Elle a diffusé la photo d'un suspect et appelle les habitants à ne pas sortir. La gare centrale a été évacuée et le métro fermé. Les Suédois sont tétanisés. Jusque-là, leur pays était considéré comme sûr et tolérant. Pour l'instant, l'attaque n'a pas été revendiquée. Elle en rappelle néanmoins d'autres où un véhicule a servi à terroriser. Londres le mois dernier, un marché de Noël à Berlin en décembre ou encore Nice l'été dernier. De nombreux messages de solidarité ont été adressés à la Suède. Le président de la Commission européenne a notamment estimé qu'une attaque visant un pays européen était une attaque contre nous tous. Rares sont les critiques franches sur les frappes américaines sur une base aérienne syrienne cette nuit. Si les alliés russes et iraniens de Bachar al-Assad les condamnent fermement, le reste de la communauté internationale est au bas mot, compréhensive, voire clairement encourageante à l'égard de cette décision unilatérale de Donald Trump. Reste qu'une nouvelle étape a été franchie et que la suite des événements est incertaine. Moscou a demandé une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU qui se tient en ce moment. On fait le point avec Marc-Antoine Valverde. Stupeur ce matin sur la base syrienne d'Al-Sharat après le raid américain. Encore un peu de fumée au loin. En apparence, les dégâts n'ont pas l'air si importants. Pour l'Observatoire syrien des droits de l'homme, l'aéroport était presque totalement détruit. Le Pentagone avait prévenu la Russie des frappes. Les avions de Bachar al-Assad avaient sûrement été mis à l'abri. Pourtant, les Syriens ont condamné avec véhémence l'opération américaine. Les États-Unis ont mené à l'aube une agression flagrante qui visait l'une de nos bases aériennes dans le centre du pays. Les missiles ont tué 6 personnes et fait des blessés. Ils ont provoqué aussi un certain nombre de dégâts matériels importants. 59 missiles de croisière Tomahawk ont été tirés par 2 navires américains en Méditerranée sur la base aérienne syrienne située près de la ville de Homs. C'est Donald Trump qui a donné le feu vert pour l'opération en représailles de l'attaque chimique sur la ville de Khan Sheikhoun attribuée au régime syrien. Il y a une semaine, le même Trump considérait que Bachar al-Assad n'était plus le problème principal, mais hier, c'est lui qui a dégainé le premier. Ce soir, j'appelle toutes les nations civilisées à chercher à mettre fin au carnage et au bain de sang en Syrie, et aussi à mettre fin au terrorisme de toutes sortes. Sur le terrain, comme ici à Azaz, une ville près de la frontière turque tenue par les rebelles, la population applaudit des 2 mains au raid américain, mais demande de continuer la guerre contre Bachar. Nous, les Syriens, soutenons la frappe américaine contre l'aéroport d'Al-Sharat, parce que le régime a maltraité le peuple syrien. Ce régime tyrannique mérite même encore plus que ça. La France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne ont tous soutenu l'initiative américaine. De leur côté, les Russes qui comptaient sur Trump comme un allié sont fous de colère. Le président Vladimir Poutine, allié du régime syrien, considère les frappes américaines comme une agression contre un État souverain. À la demande de la Russie, le Conseil de sécurité de l'ONU est réuni sur la frappe américaine. Ironie de l'histoire, la Russie, qui s'oppose depuis 6 ans à toute résolution de paix en Syrie, a demandé aussi une réunion d'urgence du groupe de travail de l'ONU sur le cessez-le-feu en Syrie.
En direct de Berlin, on retrouve maintenant Michael Luders, expert du Proche-Orient. Bonsoir. Alors, est-ce que, à vos yeux, tout simplement, cette intervention américaine vous semble une bonne chose ? Non, ce n'était pas une bonne idée que de mener ces frappes. Bien sûr que les Américains sont la plus grande puissance militaire, mais y a-t-il une stratégie ? Y a-t-il un objectif poursuivi au travers de ces frappes? Il est tout de même intéressant de constater qu'il y a un virage à 180 degrés opéré par les Américains en l'espace de 2 ou 3 jours. Il n'était plus du tout question de vouloir la confrontation avec Assad. Au contraire, on se concentrait sur la lutte contre l'État islamique. Et puis tout d'un coup, cette volte-face après les frappes chimiques. Je crois que c'est surtout la tentative des Américains de signaler aux Russes qu'ils sont de retour. Il ne faut jamais oublier qu'en Syrie, nous assistons à une guerre par procuration entre les États-Unis et la Russie. Il s'agit de prise d'influence. Mais en tout état de cause, est-ce que ces frappes peuvent être tout de même dissuasives pour Bachar el-Assad ? Je ne pense pas que Bachar el-Assad va se laisser impressionner par ces frappes. Il sait que la Russie, l'Iran et même la Chine sont derrière lui. Cette guerre par procuration est une guerre que les États-Unis, l'Union européenne, la Turquie et les pays du Golfe mènent pour affaiblir Assad, le renverser si possible et contrer l'influence de la Russie, de l'Iran et de la Chine dans la région. C'est une stratégie qui a échoué. Nous l'avons vu au moment de la reprise d'Alep en 2016. Ça a été une grande victoire de l'armée syrienne avec son allié russe. Et vouloir un changement de régime est une politique qui a échoué à l'époque. Ici, le message de Trump, c'est « Nous sommes de retour, nous ne laisserons, nous n'abandonnerons pas la Syrie aux Russes ». Bien sûr qu'Assad est un dictateur épouvantable, mais il s'agit surtout ici de rapports de force et de chercher la position dominante. Alors, rapidement, est-ce que du coup, il y a un risque d'escalade avec la Russie ? Oui, le risque existe bel et bien. Ici, les Russes ont été avertis avant la frappe chimique, mais imaginons que cela se renouvelle et qu'un avion russe soit abattu, que des militaires russes soient tués. Que fera la Russie dans ce cas-là? Très rapidement, on se retrouvera dans une situation beaucoup plus conflictuelle entre deux puissances nucléaires. C'est très dangereux. Eh bien, merci beaucoup, Michael Luders, pour cet éclairage et je vous souhaite une bonne soirée et un bon week-end à Berlin. Vielen Dank. Et je précise que cette interview a été enregistrée 1 heure avant ce journal et au Conseil de sécurité qui se déroule à l'ONU. L'ambassadrice américaine vient de menacer la Syrie de nouvelles frappes. Nous sommes prêts à en faire plus, mais nous espérons que ce ne sera pas nécessaire, a-t-elle déclaré. Alors depuis le début de la guerre en Syrie, la Chine s'est quasiment alignée sur tous les vétos russes aux résolutions de l'ONU condamnant le régime de Bachar al-Assad. Mais cette fois, les frappes américaines sont intervenues alors que le président chinois rendait visite à Donald Trump chez lui en Floride. Situation un peu délicate. Pékin s'est donc montré mesuré, appelant seulement à éviter toute nouvelle détérioration de la situation. Il faut dire qu'il y avait au menu de la rencontre sino-américaine un autre volet où le Donald Trump se montre prêt à intervenir unilatéralement. Le problème nord-coréen. Franck Dur nous en dit plus. Pour Donald Trump, ce sommet de Floride était un test diplomatique. En plus d'être un important partenaire commercial, Xi Jinping a aussi un grand poids stratégique. Le président américain avait un temps d'y vouloir faire pression sur Pékin, mais lors du sommet avec son homologue chinois, il a d'abord opté pour le ton de la plaisanterie. Nous avons déjà eu une longue discussion. Et pour le moment, je n'ai rien obtenu. Absolument rien. Mais nous avons bâti une amitié, ça j'en suis sûr. Au menu de ce sommet, la Corée du Nord. Ces dernières années, son dictateur Kim Jong-un a constamment renforcé son arsenal de missiles. Le dernier lancement en date a eu lieu mercredi et certains de ces missiles pourraient être équipés de têtes nucléaires. L'administration Trump attend donc de la Chine, premier partenaire commercial de Pyongyang, qu'elle fasse pression sur son voisin. En réponse aux tests de missiles, Pékin a certes annoncé l'arrêt des importations de charbon nord-coréen,
Mais selon un politologue, il y a peu de chances qu'elle aille plus loin. Toutes les réactions de la Chine reposent sur la crainte de perdre son influence sur le régime nord-coréen, voire de s'en faire un ennemi. Les États-Unis ne comptent pas s'en remettre à Pékin. Le chef de la diplomatie américaine l'avait dit en mars lors de sa première tournée en Asie. Washington pourrait agir unilatéralement. Je vais être clair. La stratégie de la patience est arrivée à son terme avec la Corée du Nord. Nous allons explorer de nouvelles mesures diplomatiques, militaires et économiques. Toutes les options sont sur la table. Y compris donc celle de la force. Pour l'heure, Donald Trump a évoqué des progrès dans les relations sino-américaines, mais sans entrer dans les détails. Les gardes-côtes italiens ont secouru quelques 1350 migrants dans la seule journée d'hier, le tout en 12 opérations distinctes en mer Méditerranée. Ils étaient entassés dans 6 petites embarcations. L'Italie est la principale porte d'entrée vers l'Europe pour les réfugiés. 25 000 personnes sont arrivées en Italie depuis le début de l'année, soit une hausse de 30% par rapport à la même période en 2016. Et pour les rares qui tentent encore l'entrée en Europe par la route des Balkans, c'est la prison qui les attend s'ils essayent de passer en Hongrie. Le gouvernement hongrois appelle cela des centres de détention et depuis le 28 mars, c'est la destination automatique de tous les demandeurs d'asile. Cette mesure qui contrevient au droit international a soulevé beaucoup de critiques de la part des ONG, mais l'Union européenne est plutôt silencieuse. Reportage Anne Maillet et Clément Perrault. Après la clôture barbelée, voici la dernière invention du gouvernement hongrois. Le centre de détention obligatoire pour migrants. Des containers installés dans cette zone de transit à Tompa, l'une des 2 seules portes d'entrée vers la Hongrie. Impassible, Sándor Pinter, le ministre de l'Intérieur, a convié la presse pour une petite visite guidée des lieux. Je pense que toute l'Europe devrait faire comme nous et traiter toutes les demandes d'asile dans des zones de transit. Cela permettrait de faire en amont le tri entre les réfugiés qui ont vraiment besoin d'aide et les autres. L'opération de communication est bien huilée. Pour ne pas gêner la conférence de presse, les 70 demandeurs d'asile qui vivent ici ont été évacués. Reste une table de ping-pong, un toboggan ou encore un bac à sable flambant neuf. Tout pour prouver que les conditions de vie dans le camp sont dignes et surtout qu'il ne s'agit pas d'une prison. Les migrants qui se trouvent ici peuvent quitter les lieux quand ils le souhaitent. La porte vers la Serbie, pays par lequel ils sont arrivés, est toujours ouverte. Mais en Serbie, de l'autre côté de la frontière, la situation paraît sans issue pour ces personnes. Elles seraient 7000 selon les autorités serbes. Chaque jour, 5 demandeurs d'asile sont autorisés à entrer en Hongrie, priorité aux familles. Elias attend depuis 6 mois. Rien qu'en regardant, ça fait trop peur, ça rend trop nerveux. Rien que de penser à l'état psychologique dans lequel vont se retrouver les gens qui vont devoir attendre dans ce centre pendant des mois. Une politique de plus en plus dissuasive qui fait son effet. Seuls 300 demandeurs d'asile se trouvent actuellement sur le territoire. À Budapest, cette ONG accuse le gouvernement hongrois de démanteler systématiquement le droit d'asile et appelle Bruxelles à réagir. Je trouve que le silence de la Commission européenne pendant tout ce temps-là, c'est assez déplorable. C'est un silence qu'on ne peut pas expliquer parce qu'il y a vraiment des claires violations des standards européens. La procédure d'infraction du droit d'asile lancée en 2015 contre la Hongrie par la Commission européenne est toujours en cours. Une éternité pour les migrants qui se trouvent aux portes désormais fermées de la Hongrie. Le gouvernement français refuse de rester sur un demi-échec. Je parle de Fessenheim. Ce matin, la ministre de l'Environnement a annoncé que le décret de fermeture de la plus vieille centrale de France serait pris avant la fin du mandat de François Hollande. Or, hier, le conseil d'administration d'EDF avait fait de la résistance et signé certes pour l'abrogation d'exploitation, mais pas pour tout de suite, au plus tôt en 2019. L'annonce de Ségolène Royal est donc en contradiction avec l'entreprise qui, légalement, devrait avoir le mot de la fin.
C'est un événement capital qui va se jouer demain aux petites heures du matin, quelque part dans les Pyrénées-Atlantiques. Les armes, toutes les armes de l'organisation séparatiste basque ETA vont être remises aux autorités françaises. Cette journée du désarmement, organisée dans le plus grand secret, met fin à 40 ans de lutte armée et de violence. Si elle est saluée par de nombreux partis politiques de part et d'autre de la frontière, elle passe mal pour les associations de victimes du terrorisme et pour le gouvernement espagnol. Thomas Simon nous en dit plus. Vitoria, siège du Parlement régional du Pays basque espagnol. Les habitants de la ville sont soulagés de voir la fin des années de terreur. Le désarmement de l'ETA, prévu demain matin, est une nouvelle étape importante vers un retour à la normale. L'ETA tel que nous la connaissons ne reviendra plus jamais. Nous devons à présent défendre la démocratie au Pays basque et essayer d'en finir avec la haine que l'ETA a semée au sein d'une partie de la société basque. C'est notre grand défi pour l'avenir. L'organisation séparatiste basque ETA est créée en 1959 pour résister à la dictature de Franco, d'où certaines sympathies suscitées même en dehors du Pays basque. Après la fin de la dictature, l'ETA durcit sa ligne nationaliste et entame la lutte pour l'indépendance du Pays basque. Entre 1959 et 2010, l'ETA multiplie les actions terroristes qui vont coûter la vie à 820 personnes. En 2011, l'ETA déclare à la fin de la lutte armée. De nombreux activistes se retirent alors dans le sud-ouest de la France où ils entreposent leurs armes. Celles-ci doivent être remises demain aux autorités françaises, un geste insuffisant pour de nombreux survivants des attentats. Ça arrive un peu tard, mais l'ETA a toujours réagi tard. À présent, ils ont décidé de rendre les armes. Mais nous attendons une autre étape, celle de la dissolution du mouvement. Elle finira par arriver tôt ou tard. Aujourd'hui, l'ETA ne compte plus que 30 membres actifs. 360 indépendantistes sont en prison. Selon le gouvernement espagnol, ils ne doivent s'attendre à aucune indulgence. Une ligne dure soutenue par les associations de victimes. Ils ont été vaincus sur le plan opérationnel, mais pas politique. Et sur le plan moral, ils restent des prédateurs. Batasuna, la branche politique de l'ETA, s'est réjouie de la décision de désarmer. L'organisation entend pourtant poursuivre la lutte pour l'indépendance, mais cette fois-ci sans armes. Vous l'avez remarqué, la culture est la grande absente des débats de l'élection présidentielle. Nous, on a décidé que ce n'était pas une raison pour que les artistes n'aient pas leur mot à dire sur la politique actuelle. Après Olivier Py, le directeur du Festival d'Avignon, après la grande actrice allemande Katharina Thalbach, voici le regard de Thomas Ostermayer. Il est l'un des plus passionnants metteurs en scène de ces 20 dernières années et qu'il adapte Shakespeare ou Ibsen, son travail est toujours politique. Patron de la Schaubühne à Berlin, il est aussi très impliqué en France. Reportage Lionel Julien et Maurice Wolf. Il n'y a pas de petits et de grands candidats sur ce plateau, il n'y a que des candidats, monsieur Poutine. Il y a une grande incertitude, de grandes questions pour la gauche. Pour qui ils vont devoir voter et surtout au second tour qui va très sûrement se jouer entre Le Pen et Macron. Le nationalisme, c'est la guerre. Moi, je viens d'une région qui est pleine de ces cimetières, si vous voulez. Et je ne veux pas retourner. Je pense qu'il y a beaucoup de déception, de frustration et de crainte. Prenez garde à ce que décideront les Français. Vous ne savez pas ce qu'ils vont décider. Fillon, bon, d'accord. Sous des aspects très théâtraux, c'est du pain béni pour un dramaturge. Parce qu'on peut très bien raconter la différence entre la façade de ce monde politique, ses belles apparences, et derrière, le fossé qui existe. Quand on voit même un Fillon qui se dit préoccupé par la dette, mais il y pense moins quand il se sert dans les caisses publiques, quand il paye sa famille. Donc nous... Qui va le trahir? Qui va le soutenir chez les conservateurs? Il y a vraiment une dimension shakespearienne dans ce combat pour le pouvoir. J'aimerais d'ailleurs que M. Macron nous dise ce qu'il en pense. Je suis d'accord avec vous sur ce dernier point. Ah, vous êtes toujours d'accord avec tout le monde? Non, ça n'est pas vrai. Macron, c'est comme Blair, Schröder, Zapatero, mais en un peu plus jeune. Et ce qu'il promet, ça a le visage de la social-démocratie. Une crédibilité social-démocrate. Mais derrière tout ça se cachent des réformes néolibérales très dures. Marine Le Pen, comment vous présentez-vous aux Français ce soir? Je suis une Française. Si Marine Le Pen parvient au second tour, et c'est ce que l'on peut craindre aujourd'hui, oui, bien sûr, c'est une défaite politique et morale.
Et l'heure est venue de se dire au revoir. Demain à cette même place, c'est Damien Vanner que vous retrouvez. Mais en attendant, je vous confie aux bons soins d'Elisabeth Quint et de ses chroniqueurs du vendredi pour 28 minutes, le club. Et puis à 20h50, Silence d'État, un thriller politique avec entre autres Rachida Brakni. Passez une belle soirée s'il vous plaît, un bon week-end. Tschüss und bis bald.